Bonsoir à tous mes frères et sœurs sur les réseaux sociaux, j'espère que vous allez bien. Sachez que dans le corps, il existe un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps en sera de même. Et s'il est corrompu, tout le corps en sera de même. Eh bien, il s'agit du cœur. Parole du prophète Mohammed, prière et salutations sur lui. Ça, c'est en ce qui concerne l'intention du cœur. Et si on parlait de ses capacités mécaniques? Il est vrai que être musclé, c'est beau. Mais est-ce que c'est le plus important quand on parle de performance sportive ou même d'efficacité au quotidien? Quelqu'un d'endurant, c'est quelqu'un qui a un cœur efficace. Mais pas que ça. Parlons peu, parlons anatomie. Le cœur comporte deux oreillettes et deux ventricules, droite et gauche. Il agit comme une pompe. Donc le côté gauche est rempli de sang chargé en O2 et le côté droit chargé en CO2. Pour le transport sanguin, on va distinguer deux types de circulation, petite et grande circulation. La petite commence du ventricule droit qui va éjecter le sang chargé en CO2 et voyage par l'artère pulmonaire vers les poumons afin de libérer le CO2 et de se charger en O2 à travers les capillaires sanguins qui entourent les alvéoles pulmonaires. Le sang chargé en O2 revient vers le cœur, passe par la veine pulmonaire pour retourner à l'oreillette gauche et puis sur une différence de pression, la valve mitrale s'ouvre afin de laisser passer le sang de l'oreillette gauche vers le ventricule. La grande circulation ou la circulation systémique. Le sang chargé en O2 quitte le cœur par une contraction du ventricule gauche, qui est la partie la plus puissante du cœur. Le volume qui en sort s'appelle le volume d'éjection systolique, dont on va parler prochainement en détail dans une autre vidéo. Donc le sang sort à travers l'aorte, avec l'ouverture de la valve aortique, puis le sang oxygéné voyagera vers les organes à travers les artères, puis artérioles, et finit au niveau des capillaires sanguins pour l'échange gazeux. Les capillaires sanguins sont des petits tuyaux avec une paroi tellement fine, leur diamètre est de 8 à 10 micromètres et bien plus fin que celui d'un cheveu. Puis retour au cœur et exactement à l'oreillette droite à travers les veines caves supérieures et inférieures. Lorsqu'on passe d'une situation de repos à une situation d'exercice ou de sport, le corps va s'adapter avec tous ces systèmes cardiaques, respiratoires, énergétiques, musculaires, etc. Aujourd'hui, on va parler de deux adaptations. L'adaptation cardiaque et énergétique, qui sont très importantes à connaître, surtout pour les sportifs de haut niveau. L'adaptation cardiaque. En état de repos, la fréquence cardiaque est entre 60 à 80 battements par minute. Au début de l'exercice, tout change. La sécrétion des catécholamines augmente la fréquence cardiaque au prorata de l'exercice. Arrive à un maximum, c'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque maximale. On peut l'estimer en faisant 220 moins son âge. Pour un exercice sous-maximal d'intensité constante, la fréquence cardiaque stagne en plateau au bout d'1 à 2 minutes. C'est le fameux steady state. La fréquence cardiaque satisfait les besoins de l'exercice et vous vous sentez à l'aise. Ce steady state ou la fréquence cardiaque d'équilibre est un indicateur de l'efficacité de votre cœur. On notera aussi l'augmentation du volume d'éjection systolique, donc le volume de sang éjecté par le ventricule gauche. La fraction d'éjection, c'est le pourcentage du volume sanguin éjecté par le ventricule gauche à chaque contraction. Et le débit cardiaque, qui est le volume pompé par chaque ventricule en 1 minute. Tous ces volumes vont servir à alimenter les muscles et les organes en oxygène. Mais cette adaptation a des limites. Alimenter le muscle en O2, ça ne veut pas dire qu'il va le capter complètement et il sera performant. On parlera de ça prochainement dans une autre vidéo, Inch'Allah. L'adaptation métabolique. L'effort physique au niveau musculaire a certes besoin d'oxygène, mais en même temps, il a besoin d'énergie aussi. Afin d'exécuter cette tâche, il possède 3 façons pour avoir de l'énergie. Ils sont activés en même temps, mais il y a toujours un qui va prédominer par rapport au type d'entraînement ou de l'exercice. La première voie énergétique, c'est la voie anaérobie lactique. C'est tous les efforts de 0 à 9 secondes de type vitesse. Un sprint par exemple, où on utilise de l'ATP, c'est la source d'énergie exclusive de la cellule qui est déjà présente dans les réserves et prête à être utilisée. Anaérobie parce qu'on utilise peu ou pas d'oxygène pour faire ce type d'effort. Et alactique, car il n'y a pas de production de l'acide lactique. La deuxième voie, c'est la voie anaérobie
lactique. Effort de 0 à 120 secondes, moins intense que le premier, mais toujours puissant. Voie du système glycolytique, donc l'utilisation du sucre. On utilise peu d'oxygène, mais il y a une production de l'acide lactique qui est, attention, n'est pas nocive. Ce n'est pas la libération de l'acide lactique qui vous provoque des courbatures. Il est important dans la dégradation du sucre et aussi dans la dégradation du lipide ou du gras. Les deux premières voies d'énergie prédominent lorsque l'effort est très intense. La fréquence cardiaque augmente jusqu'à arriver à son maximum. On ne peut pas maintenir ce type d'effort pour très longtemps. La voie aérobie, c'est tous les entraînements pas très intenses mais qui durent dans le temps. Il commence à être performant à partir de la 12e ou la 15e minute à peu près. Le système oxydatif, il a besoin d'oxygène et sa monnaie d'échange, la graisse ou les lipides. Fini les termes scientifiques, on va parler d'entraînement. Pour un entraînement de loisir, le cardio-fréquence-mètre suffit largement. On va calculer la fréquence cardiaque maximale en faisant 220 moins son âge et à partir de cette fréquence cardiaque maximale, se positionner à peu près entre 65 à 75% pour un effort continu qui va durer 30 à 50 minutes. Ça peut être du vélo, de la nage ou de la marche rapide. Ou faire ce qu'on appelle du fractionné, avec par exemple du 30-30 avec une phase active qui va durer 30 secondes d'effort où on se met à 90% de la fréquence cardiaque maximale et une phase de récupération qui peut être active ou passive de 30 secondes où on va se positionner à 60% de la fréquence cardiaque maximale. Point important, il en existe beaucoup de fractionnés, mais j'ai juste donné un exemple du 30-30 que j'admire. Pour un but de performance, là, il existe maintenant beaucoup de technologies. Je vais en citer les plus importantes qui me semblent permettre de cibler vos entraînements et être efficaces. Le cardio-fréquence-mètre pour chercher les zones cibles d'entraînement. Donc, calculer les variabilités de la fréquence cardiaque qui est un sujet très important, mais je ferai une vidéo spéciale sur ça, Inch'Allah. Le lactate pro qui va donner le taux de concentration de lactate dans le sang. Donc, on va te piquer au doigt pour la goutte de sang, puis grâce à une bandelette placée sur une petite machine, elle va ressembler plutôt au glucomètre. C'est la machine qui calcule le taux de sucre dans le sang. Donc elle va t'afficher le taux de lactate dans le sang. À quoi sert de connaître le taux de lactate dans le sang? Sur l'effort intense, on a une dégradation du glucose, mais en priorité. Cela s'accompagne de sécrétion de déchets métaboliques dans le sang. Et parmi ces déchets, l'acide lactique. Sa concentration diffère de la forme physique d'un sportif à un autre. Donc le premier objectif de l'entraînement en performance, c'est de connaître sur quelle intensité ils parviennent ces seuils lactiques. Il en existe deux. Premier seuil lactique est à 2 millimoles de concentration de lactate sur le litre dans le sang. Et le deuxième est à 4 millimoles de concentration. Le deuxième objectif, c'est de retarder ou de décaler leur arrivée ou l'accumulation de l'acide lactique. Le troisième objectif, c'est de se positionner sur ces seuils pour travailler la résistance au lactate ou l'exercice sous acidose. En général, les sports de combat comme la boxe, le MMA ou le judo travaillent souvent sur ce type d'exercice. Travaillent des seuils pour carboniser leur adversaire. Un autre outil peu utilisé sur le terrain car très encombrant, mais on l'utilise souvent dans les labos, c'est le fameux masque d'oxygène, le K4 ou le K5. Ah oui, ça c'est moi quand j'étais à la fac. Il va calculer le volume d'O2 inspiré et le volume de CO2 expiré, les seuils lactiques. La VO2 max, c'est le volume d'oxygène utilisé lors d'une vitesse maximale lorsqu'il s'agit d'une épreuve sur un tapis de course et de la puissance maximale aérobie lorsqu'il s'agit d'une épreuve sur un vélo. Tu vas me dire, mais c'est quoi la relation entre l'O2 inspiré et le CO2 expiré et les aliments qu'on mange et le type d'exercice? Je dois te parler d'un truc très important, le quotient respiratoire ou le QR. C'est le rapport entre la quantité de CO2 rejeté qu'on appelle le VCO2 et la quantité d'O2 consommée qu'on appelle le VO2. Lors de votre entraînement, on est bien d'accord qu'on utilise le glucide et les lipides comme carburant et les protéines aussi dans un cas spécial et particulier. Ces macronutriments ont une composition chimique, donc nombre de molécules d'hydrogène et de carbone par exemple, et aussi une valeur énergétique. Le gras ou les lipides sont beaucoup plus énergétiques que les glucides, mais pour les dégrader, non seulement ça prend
du temps et ça demande beaucoup plus d'oxygène. En général, la quantité d'oxygène nécessaire pour dégrader complètement une molécule de lipides ou de glucides, elle est proportionnelle au nombre de molécules de carbone contenues dans ce substrat. Le glucide qui se compose que de 6 molécules de carbone nécessitera bien sûr moins d'oxygène pour se dégrader que les lipides, comme par exemple l'acide palmitique qui se compose de 16 molécules de carbone. Mes frères et sœurs, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous servira pour vos entraînements de loisirs ou de performance. En tout cas, je compte sur vous pour partager un maximum sur YouTube et s'abonner aussi sur Instagram. Je compte sur vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.